C'est la 30e édition du Club de la Presse. Pierre Nkurunziza n'a pas reculé. Le référendum constitutionnel a bel et bien eu lieu. Nkurunziza est donc décidé de maintenir le cap du bras de fer avec le monde. Malgré les appels incessants jusqu'à la dernière seconde d'arrêter le mascarade du scrutin, il est donc en voie de s'offrir la voie libre d'une présidence presque à vie. C'est donc l'unique sujet du jour où on n'oubliera pas d'évoquer le déroulement du processus référendaire durant lequel l'opposition interne a été malmenée et qui, malgré tout, a assumé sa position du non. Pour en parler, nous sommes avec deux invités qui sont loin d'être des inconnus sur ce plateau. Bonfils Nyongere, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la radio RPA. Oui. Bienvenue. Merci de l'invitation. Et puis Jean-Marie Ndabashinze, bonjour également. Bonjour Franck. Merci encore une fois d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Inzamba Agate Kakawe. Oui, c'est ça. À toutes, à tous, bonjour, bienvenue à cette 30e édition du Club de la Presse. Pour commencer, les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais pour le moment, le oui semble l'emporter à plus de 80% sur l'ensemble du territoire. Bonfils, y a-t-il surprise que le oui caracole sur tout le territoire devant le oui? Non, il n'y a pas de surprise puisque le président de la République, Pierre Nkurunziza, il est en même temps juge et aussi, il est aussi celui qui accompagne devant le juge. Il est en même temps le juge et celui qui accompagne. Donc c'est lui qui se fait les résultats. C'est la CENI qui est taillée sur sa mesure et qui proclame les résultats. Bien que toute la population burundaise pourrait voter non, mais la CENI de Pierre Claver Ndayicariye allait proclamer le oui à plus de 90% avec ces manières ou ces logiciels qu'on a connus en 2010 qu'avait révélé le vieux Manasseh Nzobonimpa. Vous voulez dire que la CENI, la Commission nationale électorale, est inféodée au pouvoir? Oui, il est inféodé au pouvoir depuis longtemps, puisque c'est une commission qui n'a jamais changé de casquette depuis 2010. Jean-Marie, Ikiliho, le journal en ligne, rapporte au fur et à mesure les résultats qui tombent à travers le pays. Est-ce que le fait que les médias comme Ikiliho travaillent ainsi, est-ce que ça peut donner une certaine crédibilité à ces résultats? Je pense que non. Les Burundais, nous sommes habitués à des élections. Depuis 1961, on a fait des élections qui ont été saluées par toute la communauté internationale. Aller en 1993, aller très récemment, 2005, 2010, sauf si, comme mon fils, mon confrère, donc semble nier la transparence de 2010. Moi, je dis toujours que c'est toujours discutable parce que à cette époque, je me souviens que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est venu, il a confirmé que selon les rapports, les élections avaient lié correctement. Donc ça, c'est une parenthèse. Oui, c'est une autre époque. Personnelle. En ce qui concerne les élections d'aujourd'hui, je les qualifie de fantaisistes. Parce que, comme je l'ai dit dès le début, les Burundais sont habitués à des élections. Ils peuvent dire, ça, ce ne sont pas des élections, ça, ce sont des élections. Alors, sans entrer dans les détails d'être surpris ou pas, moi, je dirais que ce qui s'est passé hier, ce ne sont pas des élections. C'est vraiment quelque chose que je qualifierais de fantaisiste. Bonfils, vous dites exactement la même chose, vous n'y croyez pas du tout, mais le plus important, est-ce que ce n'est pas plutôt de donner des preuves de ce que vous avancez? Non, c'est le mascarade qu'a organisé Pierre Nkurunziza et son parti. Et d'abord, il y avait la CENI. La CENI de Pierre Claver Ndayicariye n'est pas une commission indépendante. C'est une commission, une commission plutôt dépendante. Pourquoi? La CENI avait déclaré
qu'il n'est pas à mesure d'arrêter ou d'empêcher les membres du gouvernement et les membres du parti CNDD-FDD qui enseignaient le vote du oui avant l'échéance de propagande. Avant l'échéance de propagande. C'est-à-dire que la CENI était déjà démissionnaire au point de vue des compétences d'une commission réellement indépendante. Et selon vous, donc, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? La CENI aurait assumé sa responsabilité ou jeter l'éponge ou le tablier en démissionnant, en disant qu'elle n'est plus capable d'organiser les élections libres et transparentes. Pourquoi? Parce que la CENI était impuissante devant l'avancée du CNDD-FDD, devant l'intimidation faite par les jeunes Imbonerakure aux membres de l'opposition interne, Amizero Barundi et autres. La CENI s'est montrée réellement impuissante, donc la CENI était un outil de Pierre Nkurunziza pour le vote du référendum en faveur du oui. Jean-Marie vient de donner un exemple qui décrédibiliserait ce scrutin, en disant notamment que la CENI n'a pas assumé son rôle d'interpeller, par exemple, ceux qui ont fait campagne avant la date qui avait été annoncée comme début de campagne. Est-ce qu'il y a d'autres preuves que vous auriez pour avancer que ce scrutin n'est pas crédible? Bon, des preuves... Notamment pendant le déroulement du scrutin lui-même. Bon, le déroulement, je dirais que le déroulement n'est pas du tout connu par le public. Parce qu'il n'y avait pas de médias indépendants. Est-ce qu'on est vraiment... est-ce que la population burundaise est aujourd'hui outillée à dire que les choses se sont déroulées ainsi? Ah si, quand même. Il y avait une synergie des médias qui œuvrent encore sur place, Jean-Marie, honnêtement. La pauvre synergie. Franck, en 2005, tu étais le coordinateur. Le coordinateur en chef de la synergie. Souvenez-vous comment on travaillait. Est-ce que vraiment c'est la fameuse synergie d'hier? Alors, ne font pas que l'indicatif de la synergie sonne pour dire qu'il s'agissait d'une synergie. Allez voir tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. On dit que c'était la RTNB qui a dominé et même que les irrégularités qui étaient envoyées par l'un ou l'autre étaient censurées par la rédaction centrale. Donc, et donc, pour vous, c'est beaucoup plus une récupération qu'autre chose. Voilà, voilà. Alors, pour en revenir sur la question, est-ce que vous auriez d'autres facteurs ou d'autres preuves qui démontrent effectivement que ce scrutin-là ne peut pas être crédible? Comment la voir au moment où on a fait un blackout total? Souvenez-vous du communiqué lancé par la Suisse à quelques 24 heures avant le scrutin. Ils ont dit qu'un tel scrutin ne pouvait en aucun cas être transparent, dans la mesure où il n'y avait pas de médias, les médias indépendants. Au moment où on venait de fermer la VOA et la BBC. Donc, et sans observateurs internationaux, notamment, indépendants. Qu'on se dise la vérité, aujourd'hui, je persiste ici pour dire que le peuple burundais ne connaît pas ce qui s'est passé réellement hier. Parce qu'il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas d'observateurs qui vont produire des rapports, il n'y avait pas de médias indépendants comme c'est le cas depuis pratiquement plus de 12 ans au Burundi. Alors, comment on peut évaluer une telle activité qui n'a pas été faite comme ça se faisait avant? On a vu également des membres de la coalition Amizero Barundi, de l'opposition, qui ont dit que leurs observateurs ont été notamment chassés des urnes, notamment à Rumongue. Non, ce n'est pas à Rumongue seulement, c'est à travers tout le pays. Et d'ailleurs, seulement les observateurs d'Amizero Barundi, c'est tous des opposants qui devraient rapporter les illégalités qui étaient observées dans les bureaux de vote. Il y avait des Imbonerakure qui sont fixés en dessus de celui qui était en train de voter dans les isoloirs, qui surveillaient que l'électeur est en train de signer sur le oui.
Il y avait... Vous avez eu des preuves? Oui, il y a une photo dans le bureau de vote de la zone Rohero, de la commune Mukaza à Bujumbura, Animbonela Kouré qui était en botte d'un agronome dans Kepi, Bonjour Paris, qui surveillait dans un isoloir, qui regardait les électeurs qu'ils étaient en train de voter le oui. Si ce n'est pas une photo photoshopée, c'est effectivement une photo qui ferait effectivement croire... Ce n'est pas une photo photoshopée. L'autre facteur, c'est que même les résultats qui sont en train d'être donnés par la CENI, il y a sur le bulletin de vote, il y avait le oui, il y avait le non et il y avait le nul. Mais les résultats de la CENI, on y met les abstentions. Et des observateurs avisés croient que c'est un logiciel plutôt qui aurait été amené de quelque part, qui avait dedans les abstentions et les nuls, que la CENI n'a pas été à mesure d'enlever les abstentions et de remplacer par les nuls. Et donc c'est une autre preuve, effectivement, qu'il peut y avoir des tricheries. Oui. On continue, on reviendra certainement sur certains aspects que vous êtes en train d'avancer, que vous développerez plus tard. On a longtemps cru, en parlant de l'opposition, que cette opposition n'allait pas assumer sa ligne annoncée d'appeler à voter non, mais ça n'a pas été le cas. Est-ce un signe de courage de la part des formations comme la coalition Amizora Barundi et autres Frodebou, Jean-Marie? Mais je pense que oui. En ce qui me concerne, j'ai été vraiment surpris. Surpris qu'il y aurait des Burundais qui osent, après toute cette période d'intimidation, qui osent se lever et dire nous n'acceptons pas d'être l'esclave. Vraiment, c'est une situation à laquelle je ne m'imaginais pas dans mon pays. Et à un certain moment, on a même vu des foules le suivre. Justement, c'est ce qui montre que si réellement on était resté dans un système démocratique où il y a des élections libres et transparentes, comme le soulignaient les accords d'Arusha, c'est ce qui montre combien ce parti qui se dit aujourd'hui parti au pouvoir, combien il est impopulaire. On a vu, Bonfils, entendu des militants de l'opposition, particulièrement de la coalition Amizora Barundi, qui ont été arrêtés, torturés ou même portés disparus. Des convois caillassés comme celui notamment de leur leader, Agathon Rwasa. Mais l'opposition a poursuivi sa route. Qu'en pensez-vous? C'est une sorte de démontrer que le peuple burundais est un peuple courageux. Un peuple courageux depuis les années, la période des multiséculaires. Vous avez connu les Burundais qui ont tenu tête de combattants de Tchaka, les Ngoni à Tchanguzo qui ont été bâtis à Morore. Vous avez connu les vaillants Burundais qui ont combattu Rumariza à Rumonge, qui l'ont vaincu. Et vous avez connu les combattants burundais d'Onharugera qui ont tenu tête devant l'allemand von Grauert, qu'on appelait Digi Digi. C'est une autre façon de démontrer que les Burundais brisent de la peur, brisent de cette peur que Zimbabwe de DFDD et de Nkurunziza qui disent que Tchara Mouvounye qui ne va pas lâcher le pouvoir, mais les Burundais disent non. Tu vas lâcher coûte que coûte. C'est une preuve de courage des Burundais qui brise la paix et ça donne l'espoir que demain ou après-demain, le peuple burundais va déborder et montrer sa frustration. Oui, mais est-ce que dans un autre sens, étant donné que tout le monde connaît les dangers qui guettent ceux qui osent effectivement s'opposer au pouvoir de Nkurunziza en s'affichant de cette manière, est-ce que quelque part ce n'est pas aussi de l'aveuglement? Ce n'est pas de l'aveuglement. C'est la frustration profonde qui donne le courage de dire c'est la mort ou la vie. Et d'ailleurs, on est mort et nous mourrons chaque jour. Il faut commettre une fois pour toutes. Jean-Marie, le fait que l'opposition démontre effectivement qu'elle assume sa position de voter non malgré les dangers qui la guettent, est-ce que cela ne repose pas la question sur l'avenir de la cohabitation de l'opposition et du pouvoir? Mais il y a l'avenir qui est là, qui est mis en danger, qui est
tous ces partisans d'Agathon Rwasa, dont l'avenir est effectivement mis en danger. Mais ils ont montré le courage. Tous ces hommes, tous ces grands hommes dont on parle aujourd'hui, les Nelson Mandela et autres, c'est parce qu'ils ont brisé, justement, comme le disait mon confrère, ils ont mis de côté la peur pour dire nous sommes ici, nous avons nos droits à défendre. Il n'y a pas question de nous faire taire. Il n'y a pas question, comme le disait Monseigneur Simon Amana, il n'y a pas question de nous transformer en esclaves. Nous sommes ici. Et puis, pour que notre pays soit sauvé, pour que le Burundi guérisse de cette barbarie, il faut qu'il y ait des gens courageux. Si en 2015, les gens se sont mobilisés pour dire non, non, ils ne font pas violer notre constitution, ils ne font pas violer notre accord, oui, il y a eu vraiment des morts grâce à leur courage, mais de toute façon, chacun aura sa place, aura son temps de partir. Ce ne sont pas les manifestants qui meurent seulement. Mais pour conclure, je dirais vraiment que ça a été un acte à encourager pour tout le monde, pour tout le peuple burundais. On dit qu'un homme averti en vaut deux. On a entendu notamment des chants qui ont été entonnés. Parmi les gens qui ont entonné ces chants, il y avait le gouverneur de Makamba qui disait « Celui à qui arrivera quelque chose, c'est lui qui l'aura cherché ». Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne vont pas se donner encore beaucoup plus de raisons, notamment pour tuer ou encore arrêter arbitrairement, faire disparaître encore les opposants? Bon fils. Depuis 2006-2007, le CNDD-FDD n'a jamais cessé de tuer tous les opposants. Vous vous souvenez des FNL qui ont été tués alors qu'ils étaient retirés du cachot d'Okinama. Vous vous souvenez des tueries de Muyinga, du colonel Bangirinama. Vous vous souvenez des tueries Safisha de 2011, post-électoral de 2010-2012. Et vous vous souvenez aussi des carnages de Gatumba et ailleurs. Donc, sauf que le Gatumba, la comparaison n'est pas... Oui, je vais comparer puisque c'est d'autres façons de tuer. Donc le CNDD-FDD a quitté la rébellion pour venir diriger le pays, mais la rébellion n'a jamais quitté dans les cœurs des dirigeants du CNDD-FDD. C'est resté des rebelles. Ils sont restés des rebelles et ils sont toujours des rebelles, ils tuent. C'est le mode de vie, c'est le mode de gouvernement, c'est de tuer et de malmener la population. Sauf, est-ce que vous n'exagérez pas un tout petit peu lorsque vous dites de tuer tous les opposants, alors que l'on connaît des opposants qui sont encore à Bujumbura et qui parlent ouvertement et qui disent ce qu'ils pensent effectivement en disant des choses contraires à la volonté de Pierre Nkurunziza, sans être inquiété, peut-être entre guillemets. Vous dites qu'ils vivent à Bujumbura sans être inquiétés. Mais leurs membres, qu'en est-il de leurs membres? Vous vous souvenez du sort qui était réservé aux membres des FNL d'Agathon Rwasa? Ils sont chaque fois tués, ils sont chaque fois enlevés, kidnappés, ils sont chaque fois... Ils subissent donc une période que je pourrais appeler l'apocalypse pour les opposants de Pierre Nkurunziza. Espérons que ce n'est pas effectivement cet apocalypse-là dont vous parlez qui va advenir à ces opposants-là. On va aborder le dernier aspect du sujet du jour. Sauf qu'elle est déjà là. L'apocalypse. Avant d'aborder le dernier sujet, je pourrais compléter un peu. Assez rapidement. Pour dire que ces opposants, si jamais ils sont tués demain, ça ne sera pas parce qu'ils ont manifesté les positions. Il y a des gens qui étaient du côté de Nkurunziza qui sont chaque jour enlevés. Souvenez-vous de l'honorable Nassano. Est-ce que c'est lui, je me souviens, lorsqu'il y avait la fronde au sein de FDD, c'est lui qui tempérait, qui disait laissez cet homme. Mais il a été assassiné. Souvenez-vous de Chouti, la dame là, qui participait, qui donnait, souvenez-vous du jeune Rodrigue, est-ce qu'il avait manifesté vraiment quelque chose contre le pouvoir? Lorsque vous êtes dans une jungle,
Personne n'est épargné. En fait, vous voulez dire, s'il arrive à oser tuer les siens, donc il n'hésitera pas à tuer les autres. Bien sûr. On aborde le dernier sujet, le dernier aspect du sujet du jour. C'est bien sûr l'avenir du Burundi et surtout de celui de Pierre Nkurunziza sur l'échiquier international après ce référendum. Jean-Marie, est-ce la goutte qui peut faire déborder le vase? Bon, je dis oui et non. Oui et non, parce que cette vase n'est pas encore débordée. On voit les signes, mais la concrétisation, on ne la voit pas. Mais si je reviens à la question, est-ce que le fait de changer la constitution, d'avoir une nouvelle constitution, est-ce que si la donne internationale, est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Peut-être dans la tête de Pierre Nkurunziza, maintenant, il est sûr qu'il va continuer à diriger le pays. Mais ce n'est pas parce qu'il a une constitution qui le lui permet. Parce que l'autre qui était là, il l'a violé. Donc, pour Nkurunziza, pour continuer à diriger le pays, la constitution importe peu. Donc vous êtes dubitatif, ce qui vient d'arriver peut ne pas avoir réellement d'impact sur le pouvoir. L'impact, non, ce que je dis que même si cette constitution n'est pas là, Nkurunziza est capable de se lever et de dire que Dieu lui a donné un message auquel il doit mettre en application. Pour lui, la loi peut être là ou ne pas être là. Lui, c'est beaucoup plus une question de volonté divine. Voilà, de volonté divine. Et puis, juste pour terminer, à ce qui concerne la communauté internationale, il vient de faire, comme il l'a toujours fait, il vient de faire un saut dans l'inconnu. On y arrivera sur le plan international. Bon fils, le monde n'a eu de cesse de crier et alerter Nkurunziza sur les dangers qui guettent le Burundi avec ce référendum. Pensez-vous que ce soit des paroles en l'air? Non, ce n'est pas des paroles en l'air, puisque lorsque des autorités aussi respecté comme cela qu'on a connu, qui alertait, qui voulait empêcher la tenue de ce référendum, qui disait qu'il faut d'abord un dialogue inclusif avec l'opposition interne et externe et la révertir des médias et aussi de donner l'espace à la société civile qui est en exil aujourd'hui. Ça démontre combien Pierre Nkurunziza ne veut plus entendre de quelqu'un de l'extérieur. Il veut seulement être conseillé par lui-même. Et même si mon confrère Ndabashinze disait que c'était une émanation divine, ce Dieu, ce n'est autre que lui-même. Ce n'est autre que lui-même. Ce n'est pas le Dieu que nous croyons, ce n'est pas le Dieu de Burundi ou de Baondi. Ce Dieu n'est autre que lui-même, c'est sa volonté. Et cette volonté de lui-même de se transformer en un monarque de Burundi le dicte de faire ce qu'il veut. Mais demain après demain, on ne sait pas ce qui va arriver au Burundi. L'avenir nous réserve plusieurs secrets. On peut nous résumer dans le wait and see, mais sachez bien que les Burundais, qu'on a observé le courage de dire non, qu'on a observé dire avec le courage non au troisième mandat, ça va faire déborder la vase et je suis convaincu et conscient de ça. Jean-Marie Bonfils est en train de parler du fait qu'il y a un flou par rapport à l'avenir du Burundi. Est-ce que justement cet entêtement, ce jusqu'au boutisme de Pierre Nkurunziza ne va pas renforcer l'isolement du Burundi? Bon, il y a quelqu'un qui disait que si jamais ces pratiques de Pierre Nkurunziza puissent s'éterniser au pouvoir, qu'il va désespérer vraiment de l'humanité. Je suis de son avis. Est-ce que ce n'est pas David Gakunzi, oui, par hasard? C'est David Gakunzi. Si en 2018, on peut vivre de telles situations et que de telles situations s'éternisent, vraiment, il faudra désespérer de l'humanité. Je pense que
C'est une question de temps, c'est une question de minutes et d'heures. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un pourrait avoir une force physique plus que celle de Pierre Nkurunziza, il pourrait le mettre de côté. Et tout le monde, toute la communauté internationale et les Burundais vont saluer le geste et on va retourner cette fois-là dans un État qui respecte la loi, dans un État qui respecte la démocratie, dans un État qui respecte les autres, dans un État qui protège la population. Et qui est respecté par d'autres aussi. Voilà, qui protège la population, où il n'y a pas d'enlèvement, où il n'y a pas de disparition. Qui au moins, s'il y a enlèvement, le pouvoir semble être préoccupé par cette barbarie. Voilà ce que j'attends. Voilà, j'attends ce jour. Et ce jour viendra, je vous le jure. C'est quand même des notes d'espoir de la part de Jean-Marie, mais on n'oubliera pas, bon fils, on n'oubliera pas non plus, en parlant de la communauté internationale, de parler de la sous-région qui, à maintes reprises, a mis en garde Pierre Nkurunziza, la sous-région qui devrait normalement être le garant de la Constitution et en particulier des accords d'Arusha. Ce référendum n'aurait met-il justement pas en cause l'avenir du dialogue interburundais? Quand vous parlez de la sous-région, je pense qu'elle s'est montrée un peu aussi n'est pas intéressée par la question burundaise. Pourquoi? Il y a plusieurs aspects que l'on ne peut pas revenir là-dessus, mais je compte réellement sur les Burundais, sur la vaillance des Burundais. Sur les Burundais qui vivent dans une prison à ciel vert, une prison à ciel vert qui est le Burundi. Il y a aussi des Burundais qui sont à l'exil. Ces Burundais qui sont à l'exil et ceux qui vivent dans le Burundi, que je dis entre guillemets la prison à ciel vert, c'est ces Burundais, c'est la vaillance de ces Burundais et c'est le sacrifice de ces Burundais qui vont faire chuter le pouvoir de Pierre Nkurunziza, et c'est pas longtemps. Je pense que c'est trop tôt. Comme disait Martin Luther King, même au milieu des bombes qui tonnent et des canons qui sifflent, l'espoir dans ma terre à Dieu reste de guerre. Merci beaucoup. C'est quand même des paroles assez nobles, surtout quand vous évoquez cet humanisme de Martin Luther King Jr. Et c'est ici que prend fin cette 30e édition du Club de la Presse. Merci à nos invités Jean-Marie Ndabashinze et Bonfils Nyongele. Encore une fois, nous comptons sur vous pour l'avenir des questions qui se poseront encore dans le Club de la Presse. Merci encore une fois. C'est nous qui vous remercions. Merci également à toute l'équipe technique qui vous permet de nous suivre sur les différents super médias des radios publiques africaines, Inzamba Agate Kakawe et Télé Renaissance. À toutes, à tous, merci encore une fois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.